Sophia avait 23 ans lorsqu'elle fut mise en vente. Pas littéralement, bien sûr. La société londonienne conservait encore une apparence de bienséance. Mais alors qu'elle se tenait dans le petit salon du manoir de Lord Kingsley, parmi une douzaine de gentilshommes qui la dévisageaient avec un air d'évaluation, la différence semblait minime. Une vente aux enchères de dettes. C'est ainsi que cela s'appelait dans les documents signés par son défunt père. Une formulation élégante pour une sale affaire. Les créanciers acquéraient le droit de disposer des biens du débiteur à leur gré. Et quand il ne restait plus de biens, seulement un nom déshonoré et une fille à marier, ils disposaient de ce qu'il y avait. Sophia se tenait près de la fenêtre, le dos droit, le menton levé, essayant de ne pas penser à la façon dont ses mains tremblaient. La robe qu'elle portait était la dernière décente qu'il lui restait, d'une teinte bordeaux foncé, de coupe simple, avec une taille haute et de longues manches. Pas de bijoux, à part un simple camée autour de son cou. La seule chose qu'elle avait réussi à sauver des bijoux de famille. Derrière elle, des hommes conversaient à voix basse. Elle ne se retourna pas, mais entendait chaque mot. La famille Hartley. Oui, une triste histoire. Le père a tout perdu aux cartes, puis s'est tiré une balle. Lâchement, si vous voulez mon avis. On dit qu'il devait plus de 30 000 livres. Une somme incroyable. Et la jeune fille, qu'en est-il? Pas de dot, une réputation ternie par son association avec un père suicidaire. Qui accepterait de la prendre? Quelqu'un la prendra. Elle est d'une bonne famille, bien élevée. Pas mal du tout. On trouvera un gentilhomme qui a besoin d'un nom illustre, pas d'argent. Sophia serra les dents si fort que sa mâchoire lui fit mal. Ils parlaient d'elle comme d'un cheval à la foire. Ils évaluaient ses qualités et ses défauts, estimaient son prix. La porte du salon s'ouvrit, laissant entrer un autre visiteur. Sophia ne se retourna pas, mais sentit l'atmosphère de la pièce changer. Les conversations s'éteignirent. Quelqu'un se racla la gorge. Quelqu'un d'autre se redressa. Votre grâce, dit la voix de Lord Kingsley, le principal créancier de son père. Quel honneur inattendu. Nous ne nous attendions pas à vous voir. Je suppose que c'est pour cela que je suis ici, répondit le nouvel invité. La voix était profonde, légèrement rauque, et sonnait calmement, presque avec ennui. Mais on y sentait une autorité. L'assurance absolue d'un homme habitué à être obéi sans poser de questions. Sophia se retourna finalement. Près de la porte se tenait un homme d'environ 35 ans, dans une redingote noire impeccable et un pantalon gris. Grand, aux épaules larges, avec la posture d'un militaire. Des cheveux châtains foncés coupés court sur son visage. Une expression de courtoisie froide. Des yeux bruns foncés, presque noirs, regardant les personnes rassemblées avec un léger dédain. Le duc Edmund Raywood. Sophia l'avait reconnu d'après les portraits dans les journaux. L'un des hommes les plus riches d'Angleterre, propriétaire de la moitié des mines de charbon du Nord, de vastes domaines, de navires marchands. Un homme dont on parlait avec révérence et crainte. Impitoyable dans les affaires, froid dans ses manières, inaccessible dans sa vie privée. Que faisait-il à la vente aux enchères des dettes d'une famille appauvrie? Son regard balaya les présents et s'arrêta sur Sophia. Pendant quelques secondes, il l'étudia en silence, et elle s'obligea à ne pas détourner le regard. Elle ne se cacherait pas, elle ne montrerait pas sa peur. Le coin de ses lèvres se tressaillit légèrement, soit en un sourire, soit en signe d'approbation. Côte-Huit lui adressa-t-il directement, ignorant les autres. Côte-Neuf répondit-elle en faisant une révérence. Côte-Dix qu'il fit lentement le tour d'elle, comme s'il évaluait un achat. Côte-11. Sophia serra les poings dans les plis de sa jupe, mais sa voix resta égale. Côte-12, Côte-13. Il s'arrêta devant elle, levant un sourcil. Et en quoi?
j'ai un mauvais caractère. Une langue insolente, et je ne sais absolument pas me taire quand je devrais. Le silence dans la pièce devint absolu. Lord Kingsley s'étouffa d'indignation. Lady Sophia, comment osez-vous? Mais le duc leva la main, l'interrompant. Une expression d'intérêt sincère apparut sur son visage. L'honnêteté, une qualité rare de nos jours. Il se tourna vers Lord Kingsley. Combien? Que... Pardon, votre grâce? Quelles sont les dettes du défunt Lord Hartley? 32 000 livres, votre grâce. Plus les intérêts, bien sûr. 35 000, déclara le duc. Je couvre toutes les dettes entièrement, en échange d'un mariage avec Lady Sophia. La pièce explosa en murmures stupéfaits. Sophia sentit la terre se dérober sous ses pieds. 35 000 livres, une fortune. Il venait de l'acheter pour une fortune. Lord Kingsley se frottait les mains, ses yeux brillants d'avidité. Votre grâce, c'est plus que généreux? Bien sûr, nous sommes d'accord. Lady Sophia, avez-vous entendu? Le duc vous fait une proposition. Sophia regarda le duc, essayant de lire quelque chose sur son visage impénétrable. Pourquoi? Pourquoi avait-il besoin de cela? Il avait de l'argent, du pouvoir, de l'influence. Il pouvait choisir n'importe quelle épouse en Angleterre, une riche héritière, la fille d'un duc, une beauté avec des relations et une réputation. Pourquoi avait-il besoin de la fille appauvrie d'un suicidaire? Code 25 parvint-elle à articuler. Les sourcils du duc se haussèrent. Code 26, code 27. Il sourit froidement, sans la moindre trace de gaieté. Code 28, il se tourna pour partir. Mais à la porte, il se retourna. Code 29, et il sortit, laissant derrière lui un silence de mort. Sophia regagna sa chambre louée au-dessus de la boutique du fourreur à Cheapside, à la tombée de la nuit. La chambre était minuscule, avec un plafond bas, du papier peint écaillé, et une seule fenêtre donnant sur une cour intérieure. Un lit, une table, une chaise, un miroir craquelé, tout son bien. Comme elle était tombée loin en 3 mois. Il y a 3 mois, elle vivait encore dans un manoir de Berkeley Square. Elle avait des femmes de chambre, une garde-robe pleine de robes, des invitations à des bals et des réceptions. Elle était Lady Sophia Hartley, la fille de Lord Hartley. Un parti recherché par de nombreux gentilshommes. Et puis son père avait tout perdu en une nuit aux cartes. La maison, l'argent, les terres. Tout avait disparu dans une tentative de se refaire. Le matin, on l'avait retrouvé dans son bureau avec une balle dans la tête. La société s'était détournée instantanément. Les invitations avaient disparu. Les amis ne la reconnaissaient plus dans la rue. Les créanciers l'avaient chassée de sa maison avec une seule valise de vêtements. Sophia s'assit sur le lit, regardant son reflet dans le miroir terne. Un visage émacié, des cernes sous les yeux, des cheveux noués en un simple chignon. Elle avait maigri, ses mains s'étaient endurcies, à force de laver son propre linge. Mais ses yeux étaient les mêmes, verts, avec des étincelles dorées, têtus. Le duc Raywood lui offrait une issue. Un mariage en échange du remboursement des dettes. Un salut de la misère et de l'odieux Sir Barton. Mais à quel prix? Elle ne se faisait aucune illusion. Le duc n'était pas tombé amoureux d'elle au premier regard. Il avait une raison pour ce mariage. Une raison pratique, froide, calculatrice. Et elle devait découvrir laquelle avant d'accepter. Sophia se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, les lampadaires s'allumaient. On entendait les voix des ouvriers rentrant des usines. La vie nocturne ordinaire de Londres, dont elle n'avait jamais pensé faire partie. Elle pouvait refuser. Elle pouvait essayer de trouver du travail, comme dame de compagnie, gouvernante. Mais avec sa réputation, ce ne serait pas facile. Et la menace de Sir Barton planait si les dettes restaient impayées.
ou elle pouvait accepter, épouser un homme qu'elle ne connaissait pas, pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Devenir duchesse Raywood, remonter dans la société, obtenir sécurité et confort, et perdre la dernière chose qu'il lui restait, la liberté de choix. L'ironie était amère. Son père avait vendu son avenir à une table de jeu. Maintenant, elle devait se vendre elle-même pour réparer son erreur. Le matin, Sophia enfila sa meilleure robe, la même robe bordeaux que la veille, et se rendit à Grosvenor Square, où se trouvait le manoir du duc Raywood. Le bâtiment était majestueux, 4 étages en pierre sombre, avec des colonnes à l'entrée, et un jardin bien entretenu derrière une clôture en fer forgé. Le majordome qui ouvrit la porte la dévisagea froidement, évaluant clairement la simplicité de ses vêtements et l'absence de calèche. « Lady Sophia Hartley », se présenta-t-elle, le menton levé. « Le duc m'attend. » Le majordome la conduisit dans le petit salon, une pièce luxueuse avec des boiseries sombres, des tableaux dans des cadres dorés, chez des meubles en velours. Près de la fenêtre se trouvait un bureau couvert de documents. « Son Altesse sera là dans 1 minute », annonça le majordome, et il se retira. Sophia resta seule. Elle fit lentement le tour de la pièce, examinant les détails. Sur le bureau se trouvaient des plans, apparemment des plans de mine ou d'usine. Des piles de lettres d'affaires, des rapports, des calculs. L'homme qui travaillait ici était plongé jusqu'au cou dans les affaires. Sur la cheminée se trouvait le seul objet personnel, un portrait d'une jeune femme aux cheveux sombres et aux yeux tristes. « Côte 33 », dit une voix derrière elle. Sophia se retourna. Le duc se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. Aujourd'hui, il était en tenue de maison. Une redingote bleu foncé, un gilet gris, pas de cravate. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main. Sur son visage, de la fatigue. « Côte 34 », dit Sophia, en regardant le portrait. « Côte 35 ». Il s'approcha, se servant un brandy dans une carafe sur une table d'appoint. « Côte 36 », « Côte 37 ». Il haussa les épaules. « Côte 38 ». Il but une gorgée, puis la regarda. « Côte 39 », Sophia se redressa. « Côte 40 ». Il s'assit dans un fauteuil, lui faisant signe de s'asseoir. « Côte 42 », Sophia s'assit. Il ses mains jointes sur ses genoux. Pourquoi ce mariage? Vous avez tout, l'argent, le titre, l'influence. Vous pouvez épouser qui vous voulez. Pourquoi la fille ruinée d'un suicidaire? Il sourit, directement. J'aime ça. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, faisant tournoyer son verre. La réponse est simple. J'ai besoin d'un héritier. J'ai 36 ans, je n'ai pas d'héritier direct, et ma fortune reviendrait à des cousins que je méprise. Par conséquent, j'ai besoin d'une femme. Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes pratique. Il parlait aussi calmement qu'il aurait discuté de l'achat d'un cheval. Côte 48, chaque mot était comme une gifle. Sophia sentit ses joues s'enflammer, mais elle resta calme. Vous vous trompez. En quoi? En ce qui concerne le dernier point, je ne serai ni reconnaissante ni docile. Elle le regarda droit dans les yeux. Si je vous épouse, ce sera un arrangement, simple et clair. Vous obtiendrez une femme et des héritiers potentiels. J'obtiendrai un nom, une protection et des moyens de subsistance. Mais je ne ferai pas semblant d'être reconnaissante de ce que vous m'avez acheté comme un cheval à la foire. Silence. Le duc la regarda avec une expression indéchiffrable. Puis il posa lentement son verre et se pencha en avant. Continuez. J'ai des conditions, dit Sophia fermement. Si vous voulez ce mariage, vous les écouterez? Ses lèvres tressaillirent en un quasi-sourire. Quelle audace! Ne pensez-vous pas que vous n'êtes pas en position de dicter des conditions? Peut-être,
Mais si vous cherchez une poupée sans volonté qui acquiescera à chacun de vos mots, vous devriez chercher ailleurs. Je ne suis pas comme ça. Il se pencha en arrière, croisant les bras. Alors énoncez vos conditions, Lady Sophia. Voyons si elles sont raisonnables. Sophia prit une profonde inspiration. C'était le moment ou jamais. Sophia leva le menton. Il resta silencieux si longtemps qu'elle commença à s'inquiéter. Était-elle allée trop loin? L'avait-elle offensé? Enfin, il parla, et dans sa voix, il y avait quelque chose de nouveau. Du respect. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Lady Sophia. À quoi vous attendiez-vous? À la soumission, à une gratitude feinte, à des larmes de soulagement. Il se leva, s'approcha de la fenêtre, regardant la rue. Côte 67, Côte 68, répondit calmement Sophia. Côte 69. Il se retourna, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Surprise, intérêt. J'accepte vos conditions, dit-il. Les trois. Vous aurez une allocation de 1000 livres par an. Je n'attendrai pas de vous une affection ostentatoire. Et je promets la discrétion dans toutes les liaisons extra-conjugales, si elles devaient survenir. Sophia expira. Tout était donc réglé. Alors j'accepte, dit-elle. Je vous épouserai. Il hocha la tête, se rasseyant à son bureau. Excellent. Ma secrétaire s'occupera de tout. La licence, la cérémonie, les documents légaux. Il commença à fouiller dans des papiers, comme si elle avait déjà cessé d'exister. Il ne leva pas la tête de ces documents. Sophia serra les poings. Haillons. Il avait appelé sa dernière robe décente des haillons. Côte 79, dit-elle entre ses dents. Côte 80. Il fit un geste de la main pour la congédier. Côte Watin. Elle se leva, se dirigeant vers la porte. Mais sur le seuil, elle se retourna. Côte 8-2. Il leva les yeux. Côte 83. Côte 84. Côte 85. Sophia sourit. Froidement, sans chaleur. Côte 86. Et elle sortit, le laissant avec une expression figée sur le visage. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. La couturière était effectivement venue. Madame Célina, une Française à la langue acérée et au regard encore plus perçant. Elle avait mesuré Sophia de la tête aux pieds, en faisant claquer sa langue. Côte 87 en 1 semaine. 3 nouvelles robes apparurent. Élégantes, mais sans ostentation. Une pour les fiançailles, une pour le mariage, une autre pour le quotidien. Toutes dans le style empire, avec une taille haute et des lignes gracieuses. Les couleurs étaient sourdes, gris, olive, nacré. Sophia les essayait, regardant son reflet, et se reconnaissait à peine. Elle ressemblait à nouveau à une dame, mais elle se sentait comme une imposture. Le duc avait envoyé sa calèche 2 fois, pour discuter des détails du contrat de mariage et pour la présenter officiellement à ses amis proches. Les 2 fois, il avait été poli, courtois et complètement indifférent. Il lui parlait de la même manière qu'il parlait à ses avocats, de manière détachée et professionnelle. Sophia se fâchait contre elle-même de s'en soucier. Elle avait dit elle-même qu'elle ne voulait pas d'affection feinte. Alors pourquoi sa froideur l'irritait-elle tant? La veille de son mariage, Sophia se tenait à la fenêtre de sa chambre, contemplant le Londres crépusculaire. Demain, sa vie changerait à jamais. Elle deviendrait la duchesse de Raywood. Elle réintégrerait la société qui l'avait rejetée. Elle vivrait dans le luxe avec un homme qui l'avait acheté comme un objet. Elle aurait dû ressentir du soulagement, de la sécurité, de la gratitude. Au lieu de cela, elle ressentait un vide. Ce n'était pas le mariage dont elle avait rêvé petite fille. Il n'y avait ni amour, ni romance, ni espoir de bonheur. C'était une transaction, froide, pratique,
dénué d'illusions. Mais peut-être que c'était mieux ainsi. L'amour rendait les gens faibles, aveugles, stupides. Son père aimait les cartes plus que sa famille, et cela l'avait ruiné. Sophia ne répéterait pas cette erreur. Elle entrerait dans ce mariage les yeux ouverts. Elle remplirait son rôle, être une femme, peut-être une mère. Mais son cœur resterait scellé, là où le duc de Raywood ne le trouverait jamais. Quelque part au loin, une horloge sonna minuit, la dernière nuit de son ancienne vie. Sophia s'éloigna de la fenêtre, se coucha et ferma les yeux. Demain, un nouveau chapitre commencerait. Et elle était prête à l'écrire selon ses propres règles. Le mariage eut lieu dans la chapelle privée du domaine de Raywood, à 1 heure de route de Londres, un petit bâtiment en pierre couvert de lierre, avec des vitraux et une odeur de vieux bois et d'encens. Sophia se tenait devant l'autel dans une robe de perles confectionnée par Madame Célina. Un lourd satin brodé de fils d'argent sur l'ourlet et le corsage, de longues manches couvrant ses bras jusqu'aux poignets. Ses cheveux d'été étaient coiffés en un chignon haut, orné d'un simple diadème. Non pas une relique familiale, comme elle l'avait d'abord pensé, mais un nouveau, acheté spécialement pour l'occasion. Aucune illusion qu'elle entrait dans une ancienne lignée. Elle était un achat, une solution temporaire au problème de l'héritier. À ses côtés se tenait Edmond, en queue de pied noire et chemise immaculée. Son visage était impassible, comme toujours. Ses mains étaient calmement croisées. Il avait l'air d'assister à une réunion d'affaires plutôt qu'à son propre mariage. Il y avait peu d'invités. Lord Ashton, un ami du duc avec sa femme, l'avocat, le prêtre, aucun des proches de Sophia. Il ne restait personne qui serait venu. Le prêtre lisait les vœux d'une voix monotone. Sophia répondait quand cela était nécessaire, se sentant détachée de ce qui se passait, comme si elle observait un mariage étranger de l'extérieur. Edmund Charles Raywood, duc de Raywood, prenez-vous pour épouse Sophia Elizabeth Hartley. Oui, je le veux, répondit Edmond d'une voix égale, sans la regarder. Code 90. Code 91, répéta Sophia en écho. L'anneau. Doré simple sans pierre. Il le glissa mécaniquement à son doigt, et leurs doigts se touchèrent un instant. Sa main était chaude, forte, calleuse, étrange pour un aristocrate. Sophia en fut brièvement étonnée, mais n'eut pas le temps de méditer sur cette pensée. « Côte 92 » annonça le prêtre. Edmond se tourna vers elle. Il la regarda un instant dans les yeux, marron foncé impénétrable, puis se pencha. Le baiser fut court, formel, ses lèvres effleurant à peine les siennes. Mais même ce contact fugace suffit à faire frissonner quelque chose à l'intérieur de Sophia. Il se retira le premier, se tournant déjà vers l'autel pour signer le registre. Tout était fini. Elle était mariée. Le petit déjeuner de mariage fut servi dans la grande salle du domaine. Une longue table dressée d'argenterie et de cristal, de plats de gibier, de tartes, de fruits. Tout était de la plus haute qualité, mais froid, impersonnel, comme une exposition de musée. Sophia était assise à la droite d'Edmond, souriant quand il le fallait, acquiesçant aux félicitations. Lady Ashton, une dame corpulente et affable, tenta de l'entraîner dans une conversation sur la saison londonienne, mais Sophia écoutait à peine. Edmund parlait avec Lord Ashton d'affaires, de mines, d'un nouveau projet de loi au Parlement, des prix du charbon. Il ne regarda pas une seule fois sa nouvelle épouse, comme si elle faisait partie du mobilier. Sophia coupa la viande dans son assiette, sans la porter à sa bouche. L'appétit lui manquait. Un nœud serré d'anxiété se formait dans son estomac. Ce soir, elle deviendrait sa femme non seulement sur le papier. Elle savait que cela arriverait. Elle le savait en acceptant le mariage. Il avait besoin d'un héritier, et pour cela, il fallait une nuit de noces. C'était une partie de l'accord qu'elle avait accepté. Mais savoir de la tête et accepter du cœur sont deux choses différentes. Sophia n'avait jamais été avec un homme.
Elle avait été élevée dans la rigueur, instruite en étiquette et en musique, en danse et en langue. Mais ce qui se passait entre mari et femme était évoqué par des allusions et des chuchotements. Sa mère était morte quand elle avait 10 ans et n'avait pas eu le temps de lui raconter. La gouvernante rougissait et marmonnait quelque chose d'inintelligible sur le devoir et l'obéissance. Et maintenant, elle allait partager son lit avec un inconnu qui la regardait comme un bien acquis. « Duchesse, vous ne vous sentez pas bien ?» La voix de Lady Ashton retentit. Sophia sursauta, revenant à la réalité. Tout le monde la regardait. « Pardon, je suis un peu fatigué. » Edmund se tourna enfin vers elle, la jaugeant d'un regard scrutateur. Côte 95. Il se leva, lui tendant la main. Côte 926. Sophia prit sa main, se levant. Ils prirent un congé des invités et sortirent dans le couloir. Le domaine de Raywood était immense. Des enfilades de pièces, de larges escaliers, des portraits d'ancêtres au mur. Les domestiques s'inclinaient silencieusement à leur apparition. Edmund la conduisit par l'escalier au premier étage, puis le long d'un long couloir vers l'aile, la plus éloignée. « Vos chambres », annonça-t-il, s'arrêtant devant une porte sculptée. Il hocha la tête vers la porte dans le mur. Sophia hocha la tête, ne sachant que dire. Il resta un instant, puis se retourna, s'apprêtant à partir. « Edmond », l'appela-t-elle, étonnée de sa propre audace. Il se retourna. Côte 101, côte 102. Elle ne savait pas comment formuler. Côte 103, lueur de compréhension passa dans ses yeux. Quelque chose sur son visage s'adoucit, à peine perceptible. Mais elle le remarqua. « Je viendrai ce soir », dit-il calmement. « C'est nécessaire, mais j'essaierai d'être délicat. » Et il partit, la laissant seule. Sophia passa le reste de la journée dans ses nouveaux appartements, les explorant. La chambre était spacieuse, avec de hauts plafonds, un grand lit à baldaquin et des montants sculptés. Le papier peint était de couleur crème, les meubles en bois sombre, le tapis persan. Tout était cher, raffiné, mais impersonnel. La pièce n'avait manifestement pas été utilisée depuis des années. La femme de chambre, une jeune fille au visage rond nommée Bessie, l'aida à se changer en robe de jour, puis lui apporta du thé et se retira silencieusement. Sophia s'assit près de la fenêtre, regardant les jardins, buvant son thé refroidi et essayant de calmer ses nerfs. À 7 heures du soir, Bessie revint pour l'aider à se changer pour le dîner. Sophia enfila une robe verte olive, laissa coiffer ses cheveux, puis descendit dans la petite salle à manger où Edmund l'attendait. Le dîner se déroula dans un silence tendu. Edmund lisait des papiers entre les plats. Sophia tripotait la nourriture dans son assiette. La conversation ne prenait pas. Enfin, lorsque le dessert fut servi, Edmund posa ses documents et la regarda. Code 106, code 107, code 108, code 109. Une pause. Il se versa un brandy. En but une gorgée. Code 110, commença-t-il, et elle fut surprise. C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Je comprends que cette journée a été difficile pour vous. Ce mariage n'est pas ce dont vous rêviez dans votre jeunesse. Pas plus que pour vous, répondit-elle. Il sourit légèrement. C'est vrai, mais je veux que vous compreniez. Je ne suis pas un monstre. Je ne serai pas... Il hésita, cherchant ses mots. Je ne serai pas cruel. Je n'exigerai pas l'impossible. Mais il y a certaines obligations qui doivent être remplies. Je comprends. Sophia leva le menton. Tu as besoin d'un héritier. C'est une partie de l'accord. Sa mâchoire se crispa. Tu en parles si froidement. Et comment en parler d'autre? Tu l'as dit toi-même. C'est un mariage de convenance, sans illusion. Elle soutint son regard. Je ne ferai pas semblant que c'est plus que ça. Il finit son brandy, posa brusquement son verre. Bien, puisque nous parlons franchement. Je t'attends dans 1 heure.
prépare-toi. » Et il sortit de la salle à manger, la laissant avec le cœur palpitant. Bessie aida Sophia à se préparer pour la nuit. Elle lui dénoua les cheveux, les brossa jusqu'à ce qu'ils brillent. Elle l'aida à enfiler sa chemise de nuit, de batiste blanche immaculée avec des dentelles, achetée par Madame Célina spécialement pour la nuit de noces. Le tissu était fin, presque transparent, et Sophia se sentait nue. « Côte 121, dit Bessie doucement, ajustant les plis. « Côte 122. » Sophia hocha la tête, incapable de parler. Bessie tira les rideaux du lit, alluma les bougies sur les tables de chevet et se retira. Lui soit étant bonne nuit. Sophia resta seule. Elle s'assit sur le bord du lit, serrant ses mains sur ses genoux. Elle attendait. Les minutes se s'étiraient douloureusement. Quelque part en bas, une horloge sonna. 10 coups. La pièce était silencieuse. Seules les bougies crépitaient et le vent bruissait dehors. Puis des pas se firent entendre dans le couloir. La porte de communication s'ouvrit. Edmond entra, vêtu d'une robe de chambre en soie bleu foncé. Ses cheveux étaient légèrement humides. Il avait apparemment eu le temps de se laver. Sur son visage, la même expression calme, illisible. Il s'arrêta à la porte, la regardant. Sophia se força à se lever, à redresser le dos. Elle ne se recroquevillerait pas de peur. « Sophia, dit-il doucement, si tu n'es pas prête, nous pouvons reporter. »« Non, répondit-elle rapidement. Faisons-en, finissons-en. » Ses sourcils se froncèrent. « Finissons-en? Tu parles comme si c'était une exécution. N'est-ce pas ?» Il s'approcha lentement, s'arrêtant à un pas d'elle. Sophia déglutit, sentant son pouls s'accélérer. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-elle en un murmure. Quelque chose changea dans son regard. S'adoucit, quote_131. Ce qui se passa ensuite resta entre eux. Edmund fut, comme il l'avait promis, délicat, patient. Il ne se pressa pas, lui laissa le temps de s'habituer à l'intimité. La douleur était là, mais supportable. Et quand tout fut fini, il ne partit pas immédiatement, mais resta à ses côtés quelques minutes de plus, sa présence étrangement apaisante. Quand il se leva enfin pour retourner dans sa chambre, il se retourna sur le seuil. « Bonne nuit, Sophia. »« Bonne nuit, » répondit-elle en écho. La porte se referma derrière lui et elle resta seule. Sophia resta allongée dans l'obscurité, écoutant son corps. Entre ses jambes, ça lançait, mais c'était supportable. Elle n'était plus vierge, elle était une femme, au sens plein du terme, et le plus étrange, ce n'était pas horrible. Gênant, oui. Mais Edmond avait été attentif, à sa manière, prévenant. Pas du tout ce à quoi elle s'attendait de ce homme froid qu'il avait acheté comme un objet. Le matin arriva avec la lumière grise derrière les fenêtres et un coup à la porte. Bessie entra avec un plateau sur lequel fumaient du thé et des toasts. « Bonjour, votre grâce. » La salua-t-elle en posant le plateau sur la table. « Son Altesse a déjà pris son petit déjeuner et est parti à Londres pour affaires. Il a demandé de vous dire qu'il reviendrait pour le dîner. » Sophia s'assit dans son lit, tirant la couverture sur sa poitrine. Edmond était donc déjà parti, sans même dire au revoir. Une étrange blessure piqua sa poitrine, mais elle l'ignora. « Ni. Merci. » Bessie. La femme de chambre l'aida à se lever, à se laver, à s'habiller. Sophia choisit une simple robe de matin gris, laissa ses cheveux être relevés en un chignon bas. Quand elle regarda son reflet dans le miroir, elle vit la même femme que la veille. Mais maintenant, elle était duchesse, épouse. L'intendante, Madame Graham, une dame aux cheveux gris et au regard vif, lui fit visiter le domaine, expliquant ses devoirs de maîtresse de maison. La supervision des domestiques,
la gestion du ménage, la planification des menus, la réception des invités. Sophia écouta attentivement, acquiesça, prit des notes. La journée passa dans les préoccupations. Le soir, Aneta était fatiguée. La tête tourbillonnait de la profusion de nouvelles informations. Elle se changea pour le dîner. Descendit dans la salle à manger, où Edmond l'attendait déjà. Il se leva à son apparition, acquiesça en guise de salutation. Sur son visage, le même masque impénétrable. Sophia, comment s'est passée la journée? Productive. Madame Graham m'a montré le domaine. Bien. Ils s'assirent, les plats commencèrent à être servis. La conversation était formelle, tendue. Edmond parlait des affaires de Londres, elle, de sa rencontre avec l'intendante. Pas un mot sur la nuit précédente. Pas un soupçon de l'intimité qu'ils avaient tant à partager. Comme si rien ne s'était passé. Sophia coupait la viande dans son assiette, la colère bouillonnant progressivement en elle. Allait-il vraiment faire comme si rien n'existait entre eux? Qu'elle n'était qu'une fonction? Un incubateur pour un héritier? Code 140, dit-elle, interrompant son récit sur des mines. Il leva les yeux. Code 141. Code 142. Ses sourcils se haussèrent. Code 143. Sophia posa son couteau et sa fourchette, soutenant son regard directement. Code 144. Le silence. Il posa lentement son verre de vin. Code 145. Code 146. Elle fit un geste de la main entre eux. Quote _ 147 _. Sa mâchoire se crispa. Quote 148. Quote 149. Sophia se pencha en avant. Quote 150. Quelque chose éclata dans ses yeux. De la colère, de la douleur. Elle n'eut pas le temps de distinguer. Attention, Sophia, la prévint-il doucement. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors explique-moi. Elle ne recula pas. Explique pourquoi tu as acheté une femme, au lieu de simplement trouver une maîtresse pour des héritiers. Explique pourquoi tu as si peur de l'attachement. Et il se leva brusquement. Jetant sa serviette, tu veux savoir, très bien. Il contourna la table, s'arrêta à côté d'elle, la dominant. J'étais fiancé, il y a 10 ans, à Isabella Grant, la fille du comte. Nous nous aimions. Nous planifions le mariage, l'avenir, les enfants. Sophia se figea, écoutant. Une semaine avant le mariage, elle s'est enfuie, continua-t-il, et une vieille douleur résonna dans sa voix. Avec mon cousin, ils sont partis en Écosse, se sont mariés là-bas. Ils m'ont laissé une note, expliquant qu'elle l'aimait, pas moi. Que j'étais trop froid, trop occupé par les affaires, trop incapable d'aimer. Il se détourna, regardant par la fenêtre. J'ai juré de ne plus jamais me permettre de ressentir, de ne plus jamais donner à quiconque le pouvoir de me blesser. C'est pourquoi je t'ai choisi. Une femme qui n'a pas besoin de faire semblant. Une femme qui comprend que c'est une transaction, pas de l'amour. Sophia se leva lentement, s'approchant de lui, posant sa main sur son épaule. Côte 160. Il tressaillit, se retirant. Côte 160 et un côte 162, dit doucement Sophia. Il se retourna, la regardant avec méfiance. Côte 163, côte 164. Sophia s'enlaça les bras. J'ai aussi peur, peur de m'ouvrir, peur de faire confiance. Mon père a détruit tout ce que je connaissais. La société m'a tourné le dos en un jour. J'ai appris à ne pas attendre de gentillesse, à ne pas espérer d'aide. Mais peut-être... Elle hésita. Peut-être pouvons-nous essayer. Pas l'amour, non. Mais au moins, le respect, l'amitié. Quelque chose de plus qu'une transaction froide. Edmond la regarda longuement. Et son visage changea d'expression, incrédulité, espoir, peur. Finalement, il prononça « Côte 167, côté 168 », répondit Sophia.
Le silence s'installa. Puis, lentement, il tendit la main. Elle la prit, et leurs doigts s'entrelacèrent. Un petit pas, mais c'était un pas, et peut-être le début de quelque chose de nouveau. Une semaine s'était écoulée depuis leur conversation au dîner. Une semaine d'étrange armistice où tous deux tentaient de trouver un terrain d'entente. Mais ne savaient soit comment. Edmund continuait à se rendre à Londres pour affaires, rentrant le soir. 2 fois cette semaine, il était venu la nuit, en silence, s'acquittant de son devoir conjugal avec la même délicate distance. Sophia restait ensuite dans l'obscurité, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Pas du dégoût, non. Mais pas de la proximité non plus. Juste un vide. Le matin du 8e jour, elle fut réveillée par un bruit inhabituel. Des voix dans le couloir, des pas précipités, des portes qui claquaient. Sophia enfila sa robe de chambre et jeta un œil hors de sa chambre. Des domestiques couraient dans le couloir, les visages inquiets. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à une femme de chambre qui passait. La jeune femme fit une révérence. « Un malheur à la mine du Nord, votre grâce. Un éboulement. Son Altesse est déjà partie il y a 1 heure. » Sophia sentit son cœur se serrer. Un éboulement dans la mine signifiait des blessés. Peut-être des morts. Combien de personnes étaient là? On dit plus de 30, milady, l'équipe de nuit. Sophia s'habilla rapidement et descendit. Madame Graham donnait des ordres dans la cuisine, faisant préparer du bouillon, rassembler des bandages, des médicaments. Quote 173 expliqua la gouvernante. Quote 174, quote 175 demande à Sophia. Madame Graham la regarda, surprise. Quote 176, quote 177, répondit Sophia fermement. Quote 178. La gouvernante hésita. Puis hocha la tête. Quote 179. Sophia retroussa ses manches et se mit au travail. Les heures suivantes se passèrent dans une effervescence fébrile. Les domestiques sortaient les meubles des chambres d'amis, étendaient de la paille sur les sols, installaient des lits. Sophia travaillait à l'égal de tous, transportant des seaux de thé, pliant des bandages, aidant à porter des matelas. À midi, les premières charrettes de blessés commencèrent à arriver. Des mineurs sales et ensanglantés, certains gémissant, d'autres silencieux. Le visage figé par la douleur. Sophia vit Edmund. Il conduisait lui-même une des charrettes, le visage noirci, les vêtements déchirés, du sang sur les mains. Leurs regards se croisèrent un instant, et elle vit dans ses yeux quelque chose de nouveau, de la surprise et du respect. Il ne dit pas un mot, se contenta de hocher la tête et se mit à aider à décharger les blessés. Le médecin du village, le vieux docteur Fowler, attendait déjà. Il examinait les blessés un par un, donnant des ordres. Sophia se trouva à ses côtés, aidant à tenir les blessés, pendant que le docteur pansait les plaies, posait des attelles sur les os brisés. « Code 180 » demanda le docteur, sans lever la tête de son travail. « Code 181 » Sophia apporta, puis d'autres bandages. Puis, elle tint les épaules d'un jeune homme pendant que le docteur retirait une écharde de son flanc. Le jeune homme criait, se tordait, et Sophia sentait ses propres muscles se tendre à l'effort de le retenir. Quand tout fut fini, elle regarda ses mains, couvertes de sang, de saleté, les ongles cassés. Sa robe était irrémédiablement abîmée. Ses cheveux étaient ébouriffés, s'échappant de sa coiffure. Elle avait de l'air affreuse et se sentait complètement épuisée, mais vivante, utile, nécessaire. « Duchesse » dit la voix d'Edmond derrière elle. Elle se retourna. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, aussi sale et fatigué qu'elle. Sur son visage, une expression incompréhensible. « Code 183, dit-il. « Code 184. Code 185, répondit Sophia. Code 186. Son visage s'assombrit. 5. 2 autres sont dans un état grave.
Je ne sais pas s'ils survivront. Que s'est-il passé? Un vieux support s'est effondré. Il passa une main sur son visage, laissant une traînée de suie. J'avais prévenu le gérant qu'il fallait des réparations. Mais il a dit que c'était trop cher, qu'on pouvait attendre. Et voici le résultat. Sa voix était pleine d'amertume et de rage. Code 191 demanda Sophia. Code 192. Edmund serra les poings. Code 193. Il la regarda. Code 194. Code 195. Sophia haussa les épaules. Code 196. Elle s'interrompit, se souvenant. Leur famille, répéta-t-elle. Mon Dieu. Les morts ont sûrement des femmes, des enfants. Quelqu'un doit les informer, les aider. Edmond hocha la tête. J'irai au village après avoir parlé avec le gérant. Non, dit Sophia résolument. Tu dois t'occuper de cet idiot qui a causé l'éboulement. Et moi j'irai voir les familles. C'est le devoir de la maîtresse du domaine, n'est-ce pas? Il la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Prends la calèche, et Madame Graham avec toi. Elle connaît toutes les familles. Le village de Raywood était situé à un demi-mile du domaine. De petites maisons en pierre, au toit de chaume. Des rues étroites, une église sur la place centrale. Sophia n'avait jamais été dans de tels endroits auparavant. Sa vie s'était toujours déroulée dans des manoirs et des salles de bal. Madame Graham la conduisit à la première maison. La porte fut ouverte par une jeune femme avec un enfant dans les bras, son visage empreint d'espoir, qui se transforma en horreur lorsqu'elle vit l'expression de la gouvernante. « Code 203 » murmura-t-elle. « Code 204 » Sophia ne savait pas quoi dire. Que dit-on dans de tels cas? Quels mots peuvent réconforter une femme qui a perdu son mari? « Côte 205 » dit-elle. « Côte 206 » Côte 207, murmura la femme, serrant l'enfant contre elle. Des larmes coulaient sur son visage. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je nourrir mes enfants? Nous en avons 3. Sophia se souvint des conditions qu'elle avait négociées avec Edmond avant le mariage. Sa propre allocation, l'argent qu'elle pouvait dépenser à sa guise. Côte 209, dit-elle fermement. Côte 210. Madame Graham la regarda, surprise, mais ne dit rien. Elles visitèrent encore 4 maisons, 4 conversations avec des veuves. Chacune déchirante. Sophia promit de l'aide à chacune, ne sachant pas vraiment si elle avait le droit de faire de telles promesses. Mais elle ne pouvait pas se taire. Elle ne pouvait pas simplement partir, laissant ces femmes seules avec leurs chagrins et leur misère. Lorsqu'elles rentrèrent au domaine, il faisait déjà nuit. Sophia se rendit au petit salon où elle trouva Edmond à une table couverte de papier. Il avait l'air épuisé, les épaules voûtées, la fatigue figée sur son visage. « Le gérant est renvoyé, » dit-il sans lever la tête. « Je l'ai renvoyé sans recommandation. Je dois en trouver un nouveau, vérifier l'état de toutes les mines, m'assurer que cela ne se reproduira plus. » Edmond, l'interrompit Sophia. Il leva les yeux et elle vit quelque chose de brisé dans son regard. « Code 214 » dit-elle. « Code 215 » Il resta silencieux quelques secondes, puis secoua la tête. « Code 216 » Il s'adossa à sa chaise. « Tu m'étonnes, Sophia. Je pensais que tu resterais dans tes chambres, loin de toute cette saleté et de ce sang. Et toi? Et moi quoi ?» demanda-t-elle, s'approchant. « Code 219. » Il se leva, s'approcha de la fenêtre. « Isabella, quand nous étions fiancés, un jour, un incendie s'est déclaré dans l'une de mes usines. 3 ouvriers ont péri. Je lui en ai parlé, et elle a pleuré et a dit qu'elle ne voulait pas entendre parler de choses aussi horribles, que c'était trop désagréable pour une dame. » Sophia s'approcha, se tenant à ses côtés. Côte 220 et un côte 222. Approuva-t-il doucement.
Côte 223. Il se tourna vers elle. Côte 224. Quelque chose de chaud se répandit dans la poitrine de Sophia. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Non, mais c'était du respect. Une reconnaissance. « Edmond, je veux te dire quelque chose », commença-t-elle. « Quand j'ai accepté ce mariage, je pensais que c'était juste un arrangement, un moyen de survivre. Mais aujourd'hui, j'ai vu qui tu es vraiment. Pas un homme d'affaires froid qui achète une femme comme une chose, mais un homme qui est descendu dans la mine lui-même pour sortir les blessés, qui se reproche d'avoir fait confiance à un mauvais gérant, qui… » Elle s'interrompit, ne sachant comment formuler. « Côte 227, suggéra-t-il doucement. « Côte 228, il sourit, pour la première fois sincèrement. « Côte 229. « Côte 230. » Ils se tenaient près, presque se touchant. Sophia voyait la fatigue sur son visage, voyait la suie qu'il n'avait pas encore lavée, voyait la vieille cicatrice au-dessus de son sourcil qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Côte 230 et 1, demanda-t-elle, sans réfléchir. Il toucha son front automatiquement. Côte 232, côte 233, côte 234, admit-il doucement. Côte 235. Sophia leva la main, toucha la cicatrice du bout des doigts. Il se figea sans se retirer. Côte 236, murmura-t-elle. Côte 237, leur visage était si proche qu'elle sentait son souffle. Edmond la regardait, et des reflets de la cheminée dansaient dans ses yeux. Sophia, un coup à la porte interrompit le moment. Une femme de chambre entra. « Excusez-moi, votre grâce, mais le docteur Fowler vous demande. » Un des blessés a repris conscience et demande le duc. Edmond expira, reculant. « J'y vais. » Il regarda Sophia. « Tu as besoin de te reposer. Tu as fait un travail énorme aujourd'hui. Toi aussi. » Il hocha la tête et sortit. Sophia resta seule dans le salon, regardant le feu dans la cheminée. Quelque chose changeait entre eux, lentement, presque imperceptiblement, mais inéluctablement. La tragédie d'aujourd'hui leur avait montré l'un l'autre sous un autre jour. Elle avait vu en lui non pas un acheteur froid, mais un homme qui ressentait de la responsabilité pour ses gens. Il avait vu en elle non pas une jeune femme faible de la bonne société, mais une femme capable de tenir bon en temps de crise. Peut-être que ce mariage donnerait quelque chose de plus qu'un simple arrangement. Peut-être. 3 jours plus tard, un invité inattendu arriva au domaine. Sophia était dans la bibliothèque, examinant des comptes. Elle avait demandé à Madame Graham de lui apprendre la gestion du ménage, et la gouvernante avait volontiers accepté. Lorsque le majordome annonça la visiteuse. Côté 243, Sophia leva la tête de ses papiers. Isabella. La même Isabella qui avait brisé le cœur d'Edmond 10 ans auparavant. Son Altesse est dans l'aile nord, examinant les blessés, dit Sophia, sentant ses muscles se tendre. Je peux recevoir la visiteuse à sa place. Le majordome hésita. Lady Isabella insistait pour rencontrer le duc en personne. Néanmoins, j'en serai informé. Répondit Sophia fermement. Conduisez-la au petit salon. Quelques minutes plus tard, Sophia descendit. Elle ne s'était pas changée. Elle était restée dans sa simple robe de jour, celle dans laquelle elle travaillait sur les comptes. Ses cheveux étaient simplement attachés, sans bijoux. Que cette femme la voie telle qu'elle est. Dans le petit sang se tenait une beauté, grande, mince, avec des cheveux foncés et une peau de porcelaine. Une robe à la mode, d'un vert émeraude, des bijoux coûteux. Elle regardait la pièce avec l'air d'une personne qui considérait autrefois cet endroit comme le sien. Côte 249 salua Sophia en entrant. Côte 250. Isabella se retourna,
la jaugeant d'un regard. Un sourire condescendant apparut sur ses lèvres. Ah oui, la nouvelle épouse d'Edmund. J'ai entendu parler de vous. La fille d'un suicidé qu'il a racheté aux enchères de dettes. Comme romantique. Sophia sentit un pincement de colère, mais resta calme. Qu'est-ce qui vous amène chez nous, Lady Carrington? Je voulais voir Edmund. Isabella s'assit sur le canapé, sans attendre d'invitation. J'ai une affaire avec lui. Laquelle? Isabella sourit plus largement. Personnel, cela ne vous regarde probablement pas. Tout ce qui concerne mon mari me concerne, répondit Sophia, s'asseyant en face. Elles se regardèrent, deux femmes, liées par un même homme, le passé contre le présent. Sophia vit dans les yeux d'Isabella le calcul, la confiance en soi, l'habitude de gagner. Et soudain, elle comprit. Cette femme n'était pas venue simplement pour revoir une vieille connaissance. Elle était venue reprendre ce qu'elle avait autrefois rejeté. Code 258, dit Sophia doucement. Isabella leva un sourcil. Code 259. Code 260. Sophia se leva, s'approchant de la fenêtre. Il n'est plus l'homme que vous avez connu, et même s'il l'était, c'est mon mari, et je n'ai pas l'intention de le partager. Isabella rit, un rire clair et méprisant. Quelle fidélité touchante! Mais ma chère, vous comprenez bien que votre mariage est un arrangement. Edmund m'a dit lui-même il y a de nombreuses années que s'il se remariait un jour, ce serait uniquement par calcul, sans sentiment, sans illusion. Et vous voilà. Commodément, soumise, prête à fermer les yeux sur ses passions. Sophia se retourna, rencontrant son regard. Vous ne me connaissez pas. Lady Carrington, vous ne savez pas de quoi je suis capable. Et vous ne savez pas ce qu'il y a vraiment entre Edmond et moi. Alors permettez-moi de vous donner un conseil. Partez, avant que je ne vous le demande moins poliment. Une voix retentit à la porte. Sophia a raison. Vous devriez partir, Isabella. Les deux femmes se retournèrent. Edmund se tenait sur le seuil, appuyé contre le chambranle. Sur son visage, une expression froide et dure. Edmund. Isabella se leva d'un bond, tendant les mains. Cote 266. Cote 267, l'interrompit-il. Je suis très occupé. Isabella était déconcertée. Apparemment, elle ne s'attendait pas à un tel accueil. Cote 269. Cote 270, répondit Edmund froidement. Cote 271. Cote 272. La voix d'Isabella trembla. Charles n'était pas celui que je pensais. Il a dilapidé ma dot. Aïeux des maîtresses. Nous sommes malheureux? Et c'est mon problème? Isabella s'approcha, baissant la voix. Cote 275. Cote 276. Coupa Edmund. Cote 277. Il regarda Sophia, et quelque chose dans son regard changea, devint plus chaleureux. Cote 278. Sophia sentit son souffle se couper. Isabella suivit son regard, pâlit. Cote 279. Cote 280. Corrigea Edmund durement. Cote 281. Isabella resta pâle. Les lèvres tremblantes. Puis elle se retourna et sortit en courant de la pièce. Le silence. Sophia et Edmund se regardèrent à travers la pièce. Cote 282, dit-il enfin. Cote 283, cote 284, répondit Sophia. Cote 285. Il s'approcha. Ce que j'ai dit. Sur le fait d'être heureusement marié. Je ne l'ai pas dit seulement pour l'effrayer. Non, non. Il prit sa main dans les siennes. Ces derniers jours, en t'observant. Comment tu as travaillé avec les blessés? Comment tu es allé voir les veuves? Comment tu as essayé de comprendre les contes de la maisonnée? Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu aurais pu rester à l'écart, comme le font beaucoup de femmes. Mais toi... Je ne veux pas être ce genre de femme.
l'interrompit Sophia. Edmond l'attira plus près, sa main se posant sur sa taille. Sophia posa ses mains sur sa poitrine, sentant les battements de son cœur. Côte 294. Côte 295, murmura-t-il et il l'embrassa. Ce baiser n'était pas comme celui de leur nuit de noces, pas une exécution formelle d'un devoir. C'était le baiser de deux personnes qui commençaient à s'ouvrir l'une à l'autre. Linte, explorateur, prometteur. Quand ils se séparèrent un temps fin, Sophia posa son front sur sa poitrine. Nous comprenons que c'est de la folie, n'est-ce pas? Essayer de construire quelque chose de réel à partir d'un tel début. La chose la plus folle que j'ai jamais faite, acquiesça Edmond, la serrant dans ses bras. Mais tu sais quoi? Il me semble qu'avec toi, je suis prêt à prendre le risque. Et Sophia comprit qu'elle aussi. Prête à essayer de transformer un mariage acheté en quelque chose de réel, en quelque chose qu'on pourrait appeler l'amour. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite d'Isabella. 3 semaines pendant lesquelles quelque chose avait imperceptiblement changé entre Sophia et Edmond. Il restait plus longtemps au petit déjeuner, racontant ses projets pour la journée. Elle commença à s'informer de ses affaires, et il, à sa surprise, répondait en détail, comme s'il appréciait son opinion. Le soir, il s'asseyait souvent dans la bibliothèque. Il lisait des rapports, elle un livre, et le silence entre eux n'était pas tendu, mais confortable. Les nuits aussi avaient en changé. Edmond venait la voir plus souvent, et l'intimité devenait non seulement l'accomplissement d'un devoir conjugal, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus personnel. Il avait appris à lire ses réactions, elle, à se détendre dans ses bras. Ils n'en parlaient pas à voix haute, mais tous deux sentaient les murs entre eux s'effondrer progressivement. Le lundi matin, au petit déjeuner, Edmund posa son journal et regarda Sophia. « Nous devons aller à Londres. » Londres. Sophia leva les yeux de sa tasse de thé. « Pourquoi? La saison bat son plein. En tant que duchesse de Raywood, tu dois assister aux événements principaux. » Il marqua une pause. « De plus, les gens ont besoin de nous voir ensemble. Les rumeurs sur notre mariage ne sont pas toutes bienveillantes. » Sophia posa sa tasse, sentant la tension familière dans son ventre. Londres. La société qu'il avait rejetée 3 mois plus tôt. Les gens qui avaient cessé de la reconnaître dans la rue quand ils avaient appris les dettes de son père. Côte 303 demanda doucement Edmond. Côte 304. Il tendit la main par-dessus la table, couvrant sa paume de la sienne. Côte 305. Sophia regarda leurs mains jointes. Quand était-il devenu ainsi? Non plus un acheteur froid, mais un soutien sur lequel on pouvait compter. Côte 306. Côte 307. Sophia hocha la tête. Bien que l'anxiété ne la quitte pas. L'hôtel particulier du duc de Raywood à Londres était situé sur Grosvenor Square, un majestueux bâtiment en pierre claire, avec des colonnes et des balcons. Sophia y était venue une fois, avant le mariage, mais n'avait alors guère prêté attention aux détails. Maintenant, elle entrait en tant que maîtresse de maison, et les domestiques s'alignaient, l'accueillant. Le majordome, monsieur. Holmes, un gentleman aux cheveux gris avec des manières impeccables, lui présenta la gouvernante, les femmes de chambre, les cuisiniers. Sophia souriait, hochait la tête, essayait de retenir les noms. « Vos appartements, votre grâce », annonça M. Holmes, la conduisant au premier étage. La chambre était luxueuse. Des papiers peints en soie couleur pêche, un lit à baldaquin massif, des meubles en acajou, des fenêtres donnant sur la place. Rien à voir avec les modestes chambres du domaine. « Ma chambre est par cette porte », dit Edmond, désignant le passage communicant. « Si tu as besoin de quelque chose, appelle. » Sophia examina la pièce, s'approcha de la fenêtre. En bas, dans la rue, des calèches roulaient,
des dames et des messieurs se promenaient. Londres, la ville où elle avait autrefois été heureuse et où elle avait tout perdu. Côte 311 l'appela Edmond. Elle se retourna. Il se tenait près de la porte, l'observant. Il ne termina pas sa phrase. Termina Sophia. Un sourire apparut sur son visage, fier, chaleureux. Les 2 jours suivants furent consacrés aux préparatifs du bal. Madame Célina arriva avec 3 nouvelles robes, une pour le bal, 2 pour les sorties de jour. Sophia essayait, restait immobile pendant que la couturière piquait des épingles, ajustant la robe à sa silhouette. La robe de bal était exquise, d'un rouge rubis profond, presque bordeaux, avec des broderies de fil d'or sur le corsage et l'ourlet. Taille haute, corsage ajusté, longs gants en cuir fin. La robe était accompagnée de bijoux de la collection Raywood, un collier de rubis, des boucles d'oreilles, un bracelet. _316 assura Madame Célina. _317. C'est précisément ce que Sophia craignait. Le samedi soir, elle se tenait devant le miroir, regardant son reflet. La femme dans le miroir paraissait confiante, élégante, autoritaire. Pas du tout la jeune fille qui, 3 mois plus tôt, se tenait à l'encan des dettes. On frappa à la porte. Edmond entra en costume de soirée, frac noir, chemise blanche immaculée, gilet gris, les cheveux coiffés sur le visage. Une expression d'élégance retenue. Mais quand il vit Sophia, quelque chose changea dans ses yeux. S'assombrit, devint plus aigu. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Splendide. Sophia sentit ses joues s'empourprer. Il s'approcha, sortit de sa poche une petite boîte de velours. C'était à ma mère. J'aimerais que tu la portes. À l'intérieur se trouvait un diadème, délicat, avec des rubis et des diamants, d'un travail ancien. Sophia haleta. Edmond, c'est trop. Tu es la duchesse de Raywood, l'interrompit-il. Il prit le diadème, le plaça délicatement dans sa coiffure. Ses doigts s'attardèrent un instant près de sa tempe. Parfait. Leurs regards se croisèrent dans le miroir. Sophia voyait dans ses yeux quelque chose de nouveau, de la fierté, de l'admiration, et encore quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Quot 326, demanda-t-il, lui tendant la main. Quot 327, répondit Sophia, l'acceptant. L'hôtel de la comtesse de Hollande à Méfert brillait de 1000 feux. Les calèches s'alignaient dans la rue, les invités en tenue somptueuse montaient en le grand escalier. La musique s'échappait des fenêtres ouvertes, se mêlant au brouhaha des voix et aux rires. Sophia serra plus fort la main d'Edmond quand leur calèche s'arrêta devant l'entrée. « Respire, » dit-il doucement. « Souviens-toi qui tu es, et souviens-toi que je suis là. » Ils sortirent en atteinte de la calèche. Aussitôt, plusieurs têtes se tournèrent vers eux. Un murmure parcourut la foule. C'est elle, la fille de Lord Hartley, maintenant la duchesse de Raywood. On dit qu'il l'a achetée aux enchères. Comme c'est romantique ou scandaleux. Sophia leva le menton, redressa le dos. Qu'il parle. Elle n'était plus cette jeune fille effrayée. Ils entrèrent dans l'hôtel. L'immense salle de bal, décorée de fleurs et de lustres en cristal. Des centaines d'invités en tenue somptueuse, un orchestre sur une estrade, des serveurs avec des plateaux de champagne. Le majordome les annonça « Côte 334 ». Les conversations s'éteignirent. Tout le monde se retourna. Sophia sentit ses regards sur elle, curieux, envieux, désapprobateurs. Mais Edmond tenait sa main fermement. Sa présence à ses côtés était un ancrage. La comtesse de Hollande, une dame corpulente d'une 60aine d'années, aux yeux perçants, s'approcha la première. Côte 335. Elle balaya Sophia d'un regard évaluateur. « Oui, je vois que les rumeurs n'ont pas exagéré. Très belle. Bienvenue, ma chère. »« Merci, milady. »
Sophia fit une révérence. « J'espère que vous dansez. » La comtesse sourit. Ce serait dommage qu'un tel couple n'ouvre pas le bal. Edmond regarda Sophia. « Avec plaisir, si ma femme est d'accord. » Sophia hocha la tête. Et il la mena au centre de la salle. L'orchestre joua une valse. Ils commencèrent à danser, et le monde se réduisit à deux. Côte 341, murmura Edmond en la faisant tournoyer. Côte 342, répondit Sophia. Côte 343. Sa main sur sa taille se resserra. Côte 344, quelque chose de chaud se répandit dans la poitrine de Sophia. Elle se blottit un peu plus près, oubliant les centaines d'yeux qui les observaient. Quand la valse se termina, les invités s'approchèrent aussitôt. Présentations, félicitations, questions curieuses. Sophia répondait poliment, mais avec retenue, ne donnant aucune prise au commérage. Et puis, elle la vit. Lady Vernon, la femme du vicomte, qui avait autrefois été son amie. Elles allaient ensemble au bal, partager des secrets, rier des bêtises des jeunes cavaliers. Mais quand le père de Sophia s'était suicidé, Lady Vernon avait cessé de répondre à ses lettres. Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Lady Vernon se figea un instant, puis se détourna, s'enfonçant dans une conversation avec d'autres dames. Sophia ressentit une piqûre de douleur, la vieille douleur de la trahison. « Qui est-ce aussi ?» demanda doucement Edmond, remarquant sa réaction. « Personne, » répondit Sophia, « juste un fantôme du passé. » Mais Edmond ne lâcha pas le sujet. Il suivit son regard, vit Lady Vernon. « Attends ici, » dit-il, et il traversa la salle. Sophia voulut l'arrêter, mais il était trop tard. Edmund s'approcha du groupe où se tenait Lady Vernon, dit quelque chose. Sophia était trop loin pour entendre, mais elle vit Lady Vernon pâlir. Ses mains tremblaient. Une minute plus tard, Edmund revint, prenant Sophia par le bras. « Allons-y, il fait étouffant ici, sortons sur la terrasse. » Sur la terrasse, il faisait frais et calme. Sophia s'appuya sur la balustrade, regardant le jardin. « Côte 350, demanda-t-elle. « Côte 351. » Edmond haussa les épaules. « Côte 352. » Sophia se retourna. « Côte 353. »« Côte 354, l'interrompit-il. « Personne n'a le droit de te blesser. Personne. » Et il se tenait si près qu'elle voyait chaque trait de son visage au clair de lune. Elle voyait la détermination. Elle voyait la fureur qu'il retenait. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi me protèges-tu, Iens ? » « Parce que tu es à moi, » répondit-il simplement. « Ma femme, ma duchesse, ma... » Il se tut comme effrayé par ce qu'il avait failli dire. Sophia fit un pas de plus, posant ses mains sur sa poitrine. Côte 360. Il la regarda longtemps, luttant avec quelque chose en lui. Puis il la tira à lui, l'embrassant. Durement, passionnément, pas du tout comme il l'avait embrassée auparavant. C'était le baiser d'un homme qui ne pouvait plus se retenir. Sophia répondit avec la même intensité, se pressant contre lui, sentant son cœur battre sous ses paumes. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. À l'état, Edmond. Il la prit par la main, la tirant vers la sortie. Côte 365. Ils s'échappèrent l'un du bal comme des enfants qui volent des béants, des bonbons. La calèche les ramena à Grosvenor Square en un temps record. Edmond attendit à peine que la porte se referme derrière les majordomes avant de tirer à nouveau Sophia à lui. Ils montèrent l'escalier, s'embrassant, trébuchant, riant. Edmond la conduisit dans sa chambre, plus masculine, avec des meubles sombres et une odeur de cuir et de tabac. Ce qui se passa ensuite ne ressemblait en rien à leur intimité précédente. C'était passionné, impétueux, presque désespéré. Ils arrachaient de leurs vêtements l'un à l'autre, s'embrassaient, se touchaient, se redécouvraient. Et quand tout fut terminé, ils restèrent allongés, enlacés,
écoutant les battements de leur cœur. Sophia, murmura Edmund dans l'obscurité. Sophia se retourna, le regardant. Il passa ses doigts dans ses cheveux, éparpillés sur l'oreiller. Tu t'es glissé sous ma peau, dans mes pensées, dans mon... Il se tut. Cœur suggéra doucement Sophia. Il hocha la tête, incapable de le prononcer à voix haute. Sophia se blottit contre lui, posant sa tête sur sa poitrine. Tu sais ce qui est le plus étrange? Je pensais aussi pouvoir garder mes distances, que ce serait juste un arrangement, un moyen de survivre. Mais ensuite, je t'ai vu dans la mine. J'ai vu comment tu t'occupais de tes gens. J'ai vu comment tu me protégeais, même quand je ne le demandais pas. Et j'ai compris. Quoi? Sa main caressait son dos. Que je tombe amoureuse de l'homme qui a acheté mon cœur. Sans le savoir. Edmund se figea. Puis il la retourna sur le dos, la surplombant. Au clair de lune, ses yeux semblaient presque noirs. Répète. Je tombe amoureuse de toi, murmura Sophia. Lentement, contre toute raison, mais ça arrive. Il l'embrassa, tendrement cette fois, avec révérence. Côte 379, côte 380, l'interrompit Sophia. Tu n'es pas froid, tu es prudent, tu te protèges, mais chaque jour, tu t'ouvres un peu plus, et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu te permettes de ressentir à nouveau. Edmund posa son front contre le sien. Je ne sais pas si je te mérite. Ce n'est pas à toi de décider, sourit Sophia. J'ai déjà décidé, tu es à moi. Que tu m'aies acheté ou non, cela n'a plus d'importance, parce que je te choisis, chaque jour. Il l'embrassa à nouveau, et ils se perdirent à nouveau l'un dans l'autre. Mais cette fois, c'était plus lent, plus doux, plein de promesses inexprimées. Le matin arriva avec la lumière du soleil filtrant à travers les lourds rideaux. Sophia se réveilla dans les bras d'Edmond, sa main l'enlaçant à la taille. Son visage enfoui dans ses cheveux, elle se tourna doucement pour le regarder. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, plus paisible. Le pli entre ses sourcils s'était lissé, ses lèvres s'étaient détendues. Sophia ne put s'empêcher de passer son doigt sur sa joue. Il ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose de chaud, quelque chose de nouveau en eux. Côte 385, côte 386, répondit-elle en écho. Ils restèrent allongés, se regardant simplement, comprenant sans mots que quelque chose avait changé la nuit dernière. Une barrière s'était définitivement effondrée. Sophia, commença Edmund, ce que tu as dit hier, à propos de tomber amoureuse. Je ne retire pas mes mots, répondit-elle rapidement. Même si tu n'es pas prêt à répondre de la même manière. Ce n'est pas que je ne suis pas prêt, dit-il lentement. C'est que j'ai peur, peur de m'ouvrir à nouveau et de perdre, peur de ne pas pouvoir être celui dont tu as besoin. Sophia s'assit, tirant le drap sur sa poitrine. Côte 393. Il s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Côte 394. Côte 395. Sourit Sophia. Que de 396. Que de 397, dit-il doucement. Que de 398. Au fond de mon cœur. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Sophia sentit les larmes monter à ses yeux. Code 399, code 400, dit-il en la rapprochant de lui. Code 401. Sophia le serra dans ses bras, cachant son visage sur son épaule, les larmes coulant librement, des larmes de bonheur. Côte 402. Ils restèrent assis, enlacés, tandis que Londres s'éveillait derrière la fenêtre. Deux personnes sans qui avaient commencé par une froide transaction et avaient trouvé quelque chose d'inestimable. L'amour. Un amour vrai, imparfait, effrayant, mais le leur. Et peut-être était-ce la meilleure façon de commencer, avec honnêteté, avec respect,
avec une découverte mutuelle progressive. Le duc qui avait acheté un cœur sans le savoir. Et la dame qui s'était vendue pour la liberté, mais avait trouvé quelque chose de plus grand, l'amour. Les 2 semaines suivantes à Londres furent comme une lune de miel qu'ils n'avaient pas eue après leur mariage. Edmund annula une partie de ses rendez-vous d'affaires pour passer plus de temps avec Sophia. Il se promenait à Hyde Park, assistait à l'opéra, au théâtre. Le soir, il s'asseyait dans la bibliothèque. Il lisait, elle brodait ou triait les comptes de la maison. Et le silence entre eux était chaleureux, confortable. Les nuits étaient particulièrement douces. Edmond ne retournait plus dans sa chambre après leur intimité, mais restait, rapprochant Sophia de lui. Ils parlaient dans l'obscurité, de leur enfance, de leurs rêves, du genre de parents qu'ils voulaient être. Sophia apprit qu'Edmond aimait lire de la poésie. Bien qu'il ne l'ait jamais avoué, il apprit qu'elle avait autrefois voulu devenir artiste, mais que son père considérait cela comme une occupation inappropriée pour une dame. « Code 403 » demanda-t-il une nuit, caressant ses cheveux. Sophia haussa les épaules. « Code 404, code 405 » dit Edmund avec assurance. Code 406, Sophia se redressa sur son coude, le regardant au clair de lune. Code 407, code 408. Sophia l'embrassa, longuement, avec gratitude. Et le lendemain, Edmund apporta effectivement tout un arsenal de fournitures artistiques. Sophia installa un atelier dans l'une des pièces ensoleillées, donnant sur le jardin, et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle reprit un pinceau. La première chose qu'elle peignit fut un portrait d'Edmund. Il était assis dans un fauteuil près de la cheminée avec un livre, sans poser spécialement, vivant simplement sa vie habituelle. Sophia essayait de capturer sur la toile l'expression de son visage lorsqu'il lisait, concentré, mais détendu, presque paisible. Cependant, tout n'était pas rose. Parfois, Sophia remarquait qu'Edmund se refermait sur lui-même, surtout lorsqu'ils étaient à des bals et rencontraient des couples manifestement amoureux depuis leur jeunesse. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle un soir, à leur retour d'une réception chez le duc de Devonshire. Edmund se tenait près de la fenêtre de leur chambre, regardant Londres la nuit. 410-411. Sophia s'approcha, l'enlaçant par derrière. Il soupira, couvrant ses mains des siennes. Sophia se plaça devant lui, le forçant à la regarder. Elle toucha son visage. Quote 415, quote 416. Sophia l'embrassa, l'interrompant. Côte 417. Il la rapprocha de lui, cachant son visage dans ses cheveux. Côte 418. Sophia rit. Côte 419. Ils restèrent enlacés, et Sophia sentit son corps se détendre, la tension s'estomper. « Tu sais ce que je veux » murmura-t-elle. « Quoi ?»« Je veux que nous quittions Londres, que nous retournions au domaine. C'est si calme là-bas, si paisible. Nous pouvons être nous-mêmes, sans ces réceptions et bals interminables. » Edmund se recula, la regardant. « Tu es sûr ? Je pensais que tu aimais la vie mondaine. » « J'aimais, quand j'étais une jeune fille qui rêvait de bals et de belles robes. Mais maintenant... » Sophia sourit. « Maintenant... je veux autre chose. Je veux me réveiller avec toi sans précipitation. Je veux me promener dans le jardin, peindre, lire. Je veux apprendre à mieux te connaître, quand il n'y a pas des centaines d'yeux curieux autour. » Edmond l'embrassa sur le front. Code 426. Ils retournèrent au domaine 2 jours plus tard. Mai était à son apogée. Les jardins étaient en fleurs. L'air était rempli du parfum des roses et des lilas. Sophia sentit quelque chose en elle se détendre en rentrant chez elle. Oui, chez elle. Parce que le domaine de Raywood était devenu sa maison. Pas le manoir de Berkeley Square où elle avait grandi. Pas la chambre au-dessus de la tannerie où elle se cachait de la pauvreté. Mais ici,
Avec Edmond, ils établirent un nouveau rythme de vie. Petit déjeuner ensemble sur la terrasse avec vue sur le jardin. Puis Edmond allait à son bureau pour s'occuper de ses affaires. Et Sophia allait à son atelier pour peindre. Vers midi, ils se retrouvaient pour une promenade, à pied ou à cheval. Ils déjeunaient, discutant de leurs plans pour la journée. Après le déjeuner, Sophia rendait souvent visite aux familles du village, aidant là où elle le pouvait. Edmund se rendait parfois aux mines ou aux usines, vérifiant les conditions de travail après l'effondrement. Les soirées, ils les passaient ensemble. Parfois, ils se lisaient à voix haute. Parfois, ils s'asseyaient simplement au coin du feu en silence. Parfois, Edmund jouait du piano. Sophia fut surprise d'apprendre qu'il savait jouer. Et elle écoutait, blottie dans un fauteuil. Les nuits étaient pour eux deux. L'intimité entre eux devenait de plus en plus profonde, intime. Ils apprenaient à se lire, à se comprendre sans mots. Sophia n'avait plus honte de son corps, de ses désirs. Edmond n'avait plus peur d'être vulnérable. Un soir, 1 mois après leur retour au domaine, Sophia était assise dans le jardin sous un vieux pommier avec un carnet de croquis. Elle faisait des croquis, fleurs, arbres, oiseaux. Edmund sortit de la maison portant 2 verres de vin. « Code 427 » demanda-t-il. Sophia tapota l'herbe aramée à côté d'elle. Il s'assit, lui tendant un verre. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Code 428 commença Edmund après une longue pause. Code 429. Quelque chose dans sa voix la fit se méfier. Code 430. Il regardait le coucher de soleil, évitant son regard. Code 431. Sophia serra son verre, se préparant au pire. Code _432 continua Edmund, se tournant finalement vers elle. Sophia sentit les larmes monter à ses yeux. Edmund prit sa main. Sophia ravala ses larmes, demanda-t-il. Code 438. Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophia maintenant. Code 439 dit simplement Edmond. Code 440. Sophia se jeta sur lui, l'embrassant à travers ses larmes. Ils roulèrent sur l'herbe, riant et pleurant en même temps, se tenant l'un l'autre, comme s'ils avaient peur de se lâcher. « Je t'aime assez aussi », murmura Sophia quand ils s'arrêtèrent enfin, allongés dans l'herbe regardant les premières étoiles. « Je t'aime tellement que parfois j'ai peur. Et si quelque chose arrivait? Et si je te perdais? » « Tu ne me perdras pas, » dit Edmund fermement. « Je n'irai nulle part. Tu es coincée avec moi, duchesse de Raywood. » Sophia rit, essuyant ses larmes, le pire destin que l'on puisse rêver. Ils restèrent allongés dans l'herbe jusqu'à ce qu'il fasse complètement nuit. Enlacés, partageant à voix basse leurs rêves d'avenir. Des enfants qu'ils aimeraient avoir. D'une vieillesse qu'ils passeraient ensemble. De la façon dont ils raconteraient à leurs petits-enfants comment qu'ils s'étaient rencontrés. « Que leur dirons-nous » demanda Sophia. « Que grand-père a acheté grand-mère aux enchères ?» Edmond rit. « Nous dirons que c'était le destin. Étrange, non conventionnel, mais le destin. Que l'amour ne vient parfois pas comme on s'y attend, mais il n'en est pas moins réel. J'aime cette version, » acquiesça Sophia, se blottissant contre lui. 1 semaine plus tard, Sophia réalisa que quelque chose avait changé dans son corps. Nausée matinale, vertige, fatigue inhabituelle. Elle ne dit rien à Edmund, craignant de se tromper, craignant de le décevoir si cela s'avérait n'être qu'un malaise. Mais lorsque le docteur Fowler vint à son appel secret et le confirma, Sophia ne put plus le garder pour elle. Elle trouva Edmund dans la bibliothèque, examinant des rapports. Il leva les yeux à son apparition et remarqua immédiatement quelque chose sur son visage. Côte 450. Sophia ferma la porte, s'y appuyant. « Edmund, tu te souviens ?»« Nous avons parlé d'enfants ?» Il se leva fronçant les sourcils. « Oui. Pourquoi demandes-tu ?
Sophia posa sa main sur son ventre, parce que, apparemment, nous n'aurons pas à attendre longtemps. Pendant quelques secondes, il la regarda simplement, sans comprendre. Puis, la prise de conscience vint et son visage se transforma. « Tu es enceinte ?» Sophia hocha la tête, souriant à travers des larmes soudaines. « Oui, le docteur Fowler l'a confirmé aujourd'hui. Le bébé naîtra en janvier. » Edmund traversa la pièce en 2 pas, la soulevant dans ses bras et la faisant tourner. Sophia rit, se blottissant contre lui. « Attention, le docteur a dit, pas de mouvement brusque. » Il la posa délicatement, mais ne la lâcha pas, la tenant si près qu'elle sentait les battements de son cœur. « Code 457. Code 458, » murmura Sophia. « Code 459. » Edmund s'agenouilla devant elle, appuyant sa joue sur son ventre, encore plat. « Tu m'entends, ce petit ? Je suis ton père, et je promets de t'aimer de tout mon cœur, de te protéger, de t'apprendre à être bon, honnête, courageux, comme ta mère. » Sophia passa ses doigts dans ses cheveux, sentant le bonheur l'envahir. Code 461, ils restèrent ainsi longtemps, Edmond à genoux devant Sophia, l'enlaçant, parlant à l'enfant qui n'était pas encore visible, mais qui était déjà tant aimé. « Tu sais ce qui est étrange ?» murmura Sophia. « Quoi ? Il y a 6 mois. » J'étais aux enchères, pensant que ma vie était finie, que j'avais tout perdu, ma famille, ma position, mon avenir. Et maintenant... Elle regarda Edmund, son visage plein d'amour et d'espoir. « Maintenant, j'ai reçu plus que ce dont j'aurais pu rêver. Un mari qui m'aime, une maison, et bientôt, un enfant. » Edmund se leva, l'embrassant. « Côté 466, côté 467, sourit Sophia. Côté 468, acquiesça Edmund. Ils restèrent enlacés dans la bibliothèque, remplie de la lumière du soir. Mari et femme. 2 personnes qui avaient commencé par une froide transaction et avaient construit quelque chose de magnifique. L'amour, une famille, un avenir. Le duc qui avait acheté son cœur sans le savoir, et la femme qui lui avait appris à ressentir à nouveau. Leur histoire ne faisait que commencer. Et elle promettait d'être belle. Août apporta la chaleur. Sophia était assise à l'ombre sur la terrasse, s'éventant. Son ventre était déjà un peu arrondi, bien qu'il restât encore 5 mois avant l'accouchement. Edmund était devenu insupportablement attentionné. Il lui avait interdit de monter les escaliers sans être accompagné, avait insisté pour que le docteur Fowler lui rende visite 2 fois par semaine, avait ordonné au cuisinier de ne préparer que les plats les plus frais et les plus nutritifs. Sophia trouvait cela à la fois touchant et irritant. Code 469, dit-elle pour la énième fois, alors qu'il essayait de l'aider à se lever de son fauteuil. Code 470, répondit Edmond, mais il ne retira pas sa main. Code 471. Sophia regarda son visage et vit ce qu'il essayait de cacher. La peur. Une peur profonde et dévorante. Les mois suivants, Edmund apprit progressivement à lâcher prise de la peur. Il était toujours excessivement attentionné. Mais Sophia remarqua qu'il commençait à sourire lorsqu'il sentait les coups de pied du bébé. Qu'il parlait à son ventre le soir, racontant au petit le monde dans lequel il allait venir. Sophia continuait à peindre. Maintenant, la chambre d'enfant. Ils avaient en choisi une pièce ensoleillée au premier étage, à côté de leur chambre. Sophia peignit sur les murs une forêt enchantée, avec des animaux, des fleurs, des oiseaux. Edmund l'aidait, maniant maladroitement le pinceau, et il riait de ses tentatives de peindre un écureuil, qui ressemblait à une pomme de terre tordue. Code 472 plaisanta à Sophia. Code 473, répondit Edmund, l'embrassant sur la tempe. En octobre, ils reçurent une lettre de Londres. La comtesse de Devonshire organisait un bal de Noël et les invitait. « Nous n'irons pas, » dit immédiatement Edmund. « Tu es au 7e mois, le voyage est dangereux. »
Sophia ne discuta pas. Elle-même n'avait pas envie d'aller nulle part. Elle se sentait énorme, maladroite. Son dos lui faisait mal, ses pieds étaient enflés, dormir était inconfortable dans n'importe quelle position. Mais quand elle se plaignait, Edmund lui massait les pieds, lui mettait des oreillers, lui lisait à voix hausse pour la distraire de l'inconfort. « Je ressemble à une baleine », soupira-t-elle un jour en regardant son reflet. « Tu ressembles à une déesse », objecta Edmund. « Une déesse de la vie, porteuse de notre avenir. » Sophia renifla. « Tu es juste obligé de dire ça, tu es la cause de mon état. » « J'en suis fier, » sourit-il, l'enlaçant par derrière, ses mains se posant sur son ventre. À ce moment, le bébé donna un grand coup de pied, et Edmund s'exclama. « Il donne des coups de pied, il donne de grands coups de pied. » Elle corrigea Sophia. « Je suis sûr que c'est une fille. Trop têtue pour être un garçon. » Il, insista Edmund. « Seul un garçon pourrait être aussi fort, saurait être aussi fort. » Ils se disputaient constamment à ce sujet, pour rire, transformant l'attente en un jeu. Ils passèrent Noël tranquillement, tous les deux. Sophia ne pouvait pas rester debout longtemps, alors ils organisèrent la fête dans la bibliothèque. Un petit sapin fut décoré sur place, la cheminée brûlait vivement, il y avait une odeur de cannelle et de vin chaud. Edmund offrit un collier à Sophia, un bijou délicat, avec un pendentif en forme de cœur. « Mon cœur », dit-il en attachant le fermoir autour de son cou, « que tu as acheté sans le savoir. » Sophia lui offrit un portrait, celui qu'elle avait peint pendant des mois. Edmund resta figé, regardant la toile. « C'est moi. Tel que je te vois, » dit Sophia doucement. « Pas un duc froid, mais un homme, un mari, un père, l'homme que j'aime. » Edmund posa le portrait, attira Sophia vers lui, doucement, compte tenu de son ventre arrondi. « Le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Ils s'assirent près de la cheminée, enlacés, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Sophia se sentit vraiment chez elle. Non pas dans un lieu, mais avec une personne. Janvier arriva avec des blizzards et du froid. Sophia sentit le bébé descendre, se préparant à naître. Le docteur Fowler lui rendait visite tous les jours maintenant. « Bientôt, » disait-il. « Pas plus d'une semaine. » Edmund ne la quittait presque jamais. Il avait transféré toutes ses affaires dans la bibliothèque pour rester près d'elle. La nuit, il la serrait contre lui, sa main posée sur son ventre, sentant chaque mouvement du bébé. « J'ai peur », avoua Sophia une nuit. « Je sais que je t'ai dit de ne pas avoir peur, mais maintenant que c'est si proche, j'ai peur. »« Je serai à tes côtés, » murmura Edmund. « Chaque seconde. Et tout ira bien. Je te le promets. » L'accouchement commença à l'aube du 10 janvier. Edmund envoya immédiatement chercher le docteur et la sage-femme. Quand on essaya de le faire sortir de la pièce, les maris n'assistaient généralement pas aux accouchements, il refusa catégoriquement de partir. « C'est ma femme, » dit-il fermement. « Je reste. » L'accouchement fut long et difficile. Edmund ne quitta pas Sophia une minute, lui tenant la main, la soutenant quand c'était le plus dur. Et finalement, vers le soir, un cri de bébé retentit. « Une fille !» annonça la sage-femme en soulevant la petite créature. « Une petite fille en pleine santé !» Sophia pleurait de soulagement et de bonheur. Edmund ne put retenir ses larmes non plus lorsque la sage-femme posa le bébé sur la poitrine de Sophia. Un minuscule visage, ridé, rouge, avec une touffe de cheveux foncés. Sophia regarda sa fille et sentit son cœur déborder d'amour. « Notre fille », murmura-t-elle. « Notre », répéta Edmund en l'embrassant sur le front, puis en touchant délicatement la joue du bébé du bout du doigt. « Très, parfaite. » La petite fille ouvrit les yeux, sombres comme ceux de son père, et les regarda. « Comment allons-nous l'appeler »
demanda Edmond. Eleanor, dit Sophia. En l'honneur de ta mère. Edmond resta immobile, la regardant. Tu es sûr? Absolument. Elle aurait été si heureuse de savoir qu'elle avait une si belle petite fille. Des larmes coulèrent à nouveau sur les joues d'Edmond. Eleanor. Lady Eleanor Raywood. Il embrassa la petite tête. Bienvenue au monde, ma fille. Les semaines suivantes furent douces et épuisantes à la fois. Eleanor se révéla être un bébé exigeant. Elle se réveillait toutes les 2 heures, réclamant de la nourriture, de l'attention, du réconfort. Sophia était épuisée, mais heureuse. Edmond était étonnamment doué avec le bébé. Il la berçait quand Sophia se reposait, marchait avec elle dans la pièce la nuit, chantait des berceuses d'une voix rauque. Qui l'aurait cru, riait Sophia, observant le redoutable duc de Raywood changer les couches. Tu te débrouilles mieux que bien des nourrices. C'est ma fille, répondit simplement Edmond. Je veux la connaître, m'occuper d'elle. Je ne laisserai pas tout au domestique. En mars, ils avaient établi un rythme. Eleanor dormait plus longtemps la nuit, souriait quand elle voyait ses parents, gazouillait. Sophia la peignait, endormie, éveillée, dans les bras de son père. Edmond lui lisait à voix haute, de la poésie, de la philosophie, des rapports commerciaux, tout ce qui lui tombait sous la main. La petite fille semblait écouter, ses yeux sombres suivant sérieusement le mouvement de ses lèvres. Elle sera intelligente, disait Sophia. Comme sa mère, acquiesçait Edmond. Un matin de printemps, alors qu'Eleanor dormait dans son berceau, ils étaient assis sur la terrasse, observant le jardin s'éveiller. Sophia s'appuya contre Edmund, son bras autour de ses épaules. « Il y a 1 an, dit-elle doucement, j'étais à l'encan pensant que ma vie était finie, que j'avais tout perdu et que je ne serais plus jamais heureuse. » Et suggéra Edmond. Et je me suis trompée. Sophia se tourna vers lui. Je n'ai pas tout perdu. J'ai tout gagné. Toi, notre maison, notre fille. L'amour que je ne cherchais pas, mais qui m'a trouvé. Edmond l'embrassa. Moi aussi, je pensais que j'achetais une solution à un problème. Un arrangement commode. Et j'ai reçu un sens à mon existence. Un sens à l'existence plutôt chère, plaisanta Sophia. 35 000 livres. Inestimable, corrigea Edmond. Si j'avais dû, j'aurais payé 10 fois plus. Ils restèrent dans silencieux, écoutant le chant des oiseaux et le lointain pleur d'Eleanor qui s'était réveillée. Sophia se leva, mais Edmond l'arrêta. J'irai. Repose-toi. Elle le regarda s'éloigner vers la maison, le cœur débordant. Cet homme, qui avait autrefois semblé froid et inaccessible, était maintenant le père et le mari le plus attentionné. L'été arriva avec sa chaleur et ses fleurs. Eleanor grandissait vite. Elle se retournait déjà sur le ventre, attrapait des jouets, riait d'un rire cristallin quand son père la soulevait en l'air. En juin, ils reçurent une invitation de la comtesse de Devonshire, un pique-nique estival dans sa propriété de campagne. Sophia hésitait, Eleanor n'avait que 5 mois, et l'idée de l'emmener en société semblait effrayante. Mais Edmond insista, « Il est temps de montrer notre fille à la société, qu'il voie quant à quel point elle est belle. » Le pique-nique fut un événement élégant. Des tentes blanches sur la pelouse, des tables garnies de nourriture, des musiciens jouant des mélodies légères. Sophia était nerveuse, tenant Eleanor dans ses bras, mais les invités étaient enchantés. « Quelle beauté !» s'exclama la comtesse de Devonshire. « Et elle ressemble tellement à son père. Heureusement pour elle, elle a hérité de la beauté de sa mère, » rétorqua Edmond, et les invités rirent. Sophia remarqua que plusieurs dames les regardaient avec envie. 1 an auparavant, elle était un scandale, la fille d'un suicidé, achetée aux enchères. Maintenant, elle était une duchesse heureuse avec un bel enfant et un mari aimant.
La vie pouvait vraiment changer. Quand ils rentrèrent chez eux le soir, Eleanor s'était endormie dans la calèche. Edmund la porta délicatement dans la chambre d'enfant, la déposa dans son berceau. Il se tenait au-dessus d'elle, la regardant dormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant. « Penses-tu que nous sommes de bons parents ?» demanda doucement Sophia. « Je pense que nous faisons de notre mieux, » répondit Edmund. « Et c'est suffisant. » Sophia se blottit contre lui. « Tu veux d'autres enfants ?» Il l'embrassa. « Oui, si tu veux. Une maison pleine d'enfants, de rire, de vie. » Il marqua une pause. « Mais seulement quand tu seras prête. » Sans précipitation. « Je suis prête, » murmura Sophia. « Prête pour une grande famille, pour une longue vie ensemble. Pour la vieillesse, quand nous serons assis sur cette terrasse et regarderons nos petits-enfants jouer. Ça ressemble au paradis, » acquiesça Edmund. Les années passèrent. Eleanor grandit, devenant une jeune fille curieuse, avec un esprit vif et le caractère têtu de sa mère. 2 ans plus tard, un fils naquit, qu'ils appelèrent Alexander. 3 ans plus tard, une autre fille, Violetta. La maison se remplit de vie, de bruit, de joie. Edmund se transforma en l'homme qu'il aurait toujours pu être. Chaleureux, ouvert, aimant. Sophia s'épanouit. Son talent d'artiste fut reconnu même à Londres. Et ses tableaux commencèrent à être exposés dans des galeries. Mais le plus précieux pour eux deux restaient les soirées tranquilles, quand les enfants dormaient, et qu'ils s'asseyaient tous les deux près de la cheminée. Parfois en silence, parfois en discutant de la journée, parfois simplement en se tenant la main. 20 ans après leur mariage, quand ils avaient tous deux la cinquantaine, et qu'Eleanor se préparait à son propre mariage, Sophia et Edmund étaient assis sur la même terrasse, où ils s'étaient autrefois avoué leur amour. « Tu regrettes ?» demanda Edmund. « La façon dont tout a commencé ?» Sophia réfléchit. « Je regrette que mon père aurait fait ce qu'il a fait. Je regrette la douleur que j'ai traversée. Mais nous ?» Elle le regarda. « Pas une seconde. Même le fait que je t'ai acheté ?» « Surtout ça, » sourit Sophia. « Parce que ça m'a mené à toi, à cette vie, à nos enfants. » Edmund l'attira vers lui. « Sais-tu ce que j'ai compris toutes ces années ? Quoi ? Que je n'ai pas acheté ton cœur à cette enchère. Tu me l'as donné, librement, sans contrainte, parce que tu l'as voulu. C'est plus précieux que tout l'argent du monde. » Sophia l'embrassa, longuement, tendrement, avec un amour qui ne s'était pas éteint avec les années, mais s'était seulement renforcé. Et j'ai compris que parfois la vie ne nous apporte pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Je voulais la liberté. J'ai eu toi. Et il s'est avéré que tu es ma liberté. La liberté d'être moi-même, d'aimer, d'être aimé. Ils restèrent enlacés, observant le coucher du soleil. 2 personnes qui avaient été commencées comme des étrangers dans un accord froid, qui avaient essayé traverser les doutes, les peurs, les difficultés, qui avaient construit une vie pleine d'amour, de rire, de famille. Le duc qui avait acheté son cœur sans le savoir, et la femme qui avait vendu sa liberté et l'avait retrouvée dans l'amour. Leur histoire ne ressemblait pas à un conte de fées. Elle était réelle, avec des difficultés, des imperfections, des moments de doute, mais elle était la leur, et elle était magnifique. Quelque part dans la maison, des rires d'enfants retentirent. Les petits-enfants étaient venus rendre visite. Sophia sourit. « Il est temps pour nous, les enfants attendent. »« Encore une minute, » demanda Edmund, sans la lâcher. « Restons juste ici, tous les deux. » Sophia se blottit contre lui, écoutant les battements de son cœur. Ce même cœur qu'elle n'avait pas acheté, mais conquis. Jour après jour, sourire après sourire, baiser après baiser. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Et je t'aime aussi. » Répondit Edmund. Hier, aujourd'hui, demain, toujours. Et c'était la vérité.
la vérité la plus simple et la plus belle de leur vie, l'amour.